Bonjour et bienvenue dans le talk show Tartines et Chocolat, le tout premier podcast de la marque, à retrouver également en IGTV sur notre compte Instagram ainsi que sur YouTube. Un talk show bienveillant dédié à la parentalité. Un talk show qui vous accompagnera dans chaque étape de votre vie de parent ou futur parent. Des intervenants divers, spécialistes, professionnels de santé, jeunes mamans et papas, qui vous partageront leurs conseils et petits tips indispensables pour vous aider dans cette aventure. Un talk show ouvert et libre dans lequel nous vous donnerons la parole et répondrons à toutes vos questions. Ce talk show, nous le dédions à vous, parents, mais aussi et surtout à tous nos enfants, à leur bonheur et à leur épanouissement. Très bonne écoute. Aujourd'hui, pour ce premier épisode du talk show Tartines et Chocolat, nous avons la joie d'accueillir dans notre boutique du 266 boulevard Saint-Germain 3 intervenantes sur le thème de la grossesse. Anna, Bondy et Catherine. Elles vont vous partager leur expérience et répondront à toutes vos interrogations sur le sujet. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Que dois-je faire ? Quels rendez-vous médicaux ? Quel accompagnement ? Mais aussi le changement du corps, les soins, la nutrition et le sport. Enfin, quels sont les indispensables pour préparer l'arrivée de bébé en douceur ? 50 minutes pour vous guider, vous conseiller et répondre à tous vos doutes sur le plus beau rôle de votre vie. Bonjour Bondy, donc tu es sage-femme libérale, tu exerces maintenant depuis 12 ans dans ton cabinet à Paris dans le 3e arrondissement. Exactement, c'est ça. Bonjour Catherine, Bonjour Hortense. donc toi tu es conseillère en périnatalité et tu accompagnes les jeunes parents dans les premiers mois de vie de leur bébé dans ton cabinet situé en région parisienne, à Suresnes. Donc tu es également conseillère en lactation et en portage et tu proposes des consultations sur le sommeil, l'alimentation et les rythmes de bébé. Bonjour Anna. Bonjour. Donc tu es influenceuse et entrepreneuse, tu es également enceinte de 7 mois, bientôt 8, et tu es là pour nous parler de ta grossesse et nous partager ton expérience. Oui, tout à fait, exactement. Tout commence au moment des résultats de ce fameux test de grossesse où beaucoup d'émotions se mêlent, la joie, l'excitation et puis des doutes. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Que dois-je faire ? Quelles sont les premières étapes ? Bondy, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les premières étapes de cette grossesse à venir ? Oui, alors effectivement, une fois qu'on aura fait un test en général urinaire à la maison qui sera positif, la première chose à faire, c'est prendre rendez-vous auprès de la personne qui va suivre votre grossesse. Donc ça peut être une sage-femme libérale, un médecin généraliste ou bien un gynécologue. Et lors du premier rendez-vous, votre médecin ou votre sage-femme vous prescrira un test de grossesse sanguin pour vraiment confirmer la bonne nouvelle. Et puis des examens complémentaires, donc un bilan sanguin. On vérifiera vos sérologies, toxoplasmose, rubéole, enfin voilà, il y a toute une série de choses à contrôler sur le début de grossesse. On prescrira également une première échographie précoce. Et puis, on donnera à la future maman une complémentation en acide folique, qui est la vitamine B9 et qui est importante pour le développement du système nerveux du bébé. Donc, tu nous as parlé d'une échographie précoce. Tu parles de combien de semaines ? À combien de semaines se fait-elle exactement ? Alors ça, les semaines, c'est une vraie question pour les futures mamans, parce qu'en général, on n'a pas la même manière de compter. Nous, dans le milieu médical, on parle de semaines d'aménorrhée. C'est les semaines qui se sont écoulées depuis la date du premier jour des dernières règles. Voilà. Les mamans, souvent, elles ont plutôt en tête les semaines de grossesse, donc c'est la date qui débute à la conception. Et entre ces deux dates-là, il y a 14 jours d'écart, parce qu'en général, l'ovulation arrive 14 jours après le premier jour des dernières règles. Du coup, l'écho précoce, elle se fait environ vers 6 ou 7 semaines d'aménorrhée. SA. SA, exactement. Alors, clinique versus maternité, quel type de maternité ? Oui, alors déjà, l'inscription, en fonction des régions, il faut la faire assez rapidement quand on apprend sa grossesse. En région parisienne, ça peut être vraiment dès le premier test sanguin où il va falloir s'inscrire parce que voilà, il y a beaucoup de demandes. Ensuite, dans quel type de maternité s'inscrire ? Donc, il y a 2 grosses structures différentes. Il va y avoir les cliniques ou les hôpitaux. Les cliniques, ça va être plutôt pour les futurs parents qui souhaitent par exemple que le médecin qui va les suivre pendant la grossesse soit également présent au moment de l'accouchement.
Les hôpitaux, c'est peut-être un petit peu moins personnel comme suivi. On ne sait pas trop finalement sur qui on tombera le jour J et l'accouchement se fera par une sage-femme, hein, donc la sage-femme qui sera de garde ce jour-là. Alors, il faut savoir aussi que dans les cliniques, il y aura la plupart du temps une avance des frais à faire et également, en général, un dépassement d'honoraires, hein. Donc, il faut se renseigner auprès de sa mutuelle pour savoir jusqu'à quel montant on pourrait être remboursé. Alors qu'à l'hôpital, évidemment, là, il n'y a pas d'avance de frais à faire. Tout est pris en charge directement par l'assurance maladie. Il faut savoir également qu'il y a 3 niveaux de maternité différents. Le niveau 1 qui est plutôt réservé aux grossesses physiologiques, hein. Donc, c'est pour les mamans qui ont une grossesse qui se passe bien, avec un accouchement à terme, c'est-à-dire à partir de 37 semaines d'aménorrhée. Ensuite, on retrouve les maternités de niveau 2 qui, elles, sont plutôt réservées aux grossesses quand même qui se passent bien en niveau 2, mais disons qu'elles vont avoir un service de néonatologie qui leur permettra de prendre en charge des accouchements prématurés à partir de 33 semaines d'aménorrhée. Et si jamais on a un accouchement prématuré qui arrive encore plus tôt pendant la grossesse, à ce moment-là, on aura plutôt tendance à aller en maternité de niveau 3, qui est, elle, spécialisée pour accueillir les grosses pathologies. Elles ont un service de néonatologie et également un service de réanimation néonatologique. Ça permet vraiment de s'occuper des bébés qui vont pas bien. Ils sont tout petits. Voilà. Ouais. Alors, on est libre, hein, en tant que future maman, de s'inscrire dans le niveau qu'on veut, hein, en réalité. Mais c'est vrai que les niveaux 3, on a plutôt tendance à les réserver aux grossesses où on sait qu'il va peut-être y avoir des complications, des choses un peu plus difficiles. Et concrètement, si je m'inscris en niveau 1 et que malheureusement j'accouche un peu trop tôt, je perds les os à 31 ou 32 semaines et que je ne suis pas inscrite en niveau 3, que se passe-t-il ? Alors, les maternités de type 1 et de type 2 peuvent prendre en charge un petit bébé qui naîtrait avant 33 semaines d'aménorrhée. Les équipes sont formées pour, les pédiatres, les sages-femmes, les anesthésistes sont présents, même en niveau 1 ou en niveau 2, hein, évidemment. C'est juste qu'ils ne sont pas équipés pour assurer le suivi sur les jours et les semaines qui suivent. Donc, au bout de quelques heures, ils organiseront un transfert vers une maternité de niveau 3. Et est-ce que tu peux nous parler des différentes étapes du suivi de grossesse ? Oui, bien sûr. Alors, comme on disait tout à l'heure, test urinaire positif, on prend rendez-vous auprès d'un professionnel de santé qui va suivre la grossesse. Donc, en général, le premier rendez-vous, il est autour des 2 premiers mois de grossesse. Ensuite, la femme enceinte sera suivie chaque mois par sa sage-femme ou par son médecin. Et lors de ces examens mensuels, on lui prescrira des bilans sanguins, la plupart du temps à effectuer chaque mois également. Il va y avoir la première échographie précoce dont on parlait à 6-7 semaines d'aménorrhée. Ensuite, on aura l'échographie du premier trimestre qui est à peu près à 12 semaines d'aménorrhée. L'échographie morphologique qui, elle, arrive au 5e mois de grossesse, qui est à peu près vers 22 semaines d'aménorrhée. Et la 3e échographie, hein, qui est l'échographie de croissance, où on va surveiller la croissance du bébé, qui, elle, se fait au 7e mois de grossesse, environ vers 32 semaines d'aménorrhée. Donc ça, c'est pour le suivi médical, qui va permettre de préparer aussi, hein, l'arrivée du bébé au 9e mois. Donc, au 4e mois, on propose aux jeunes futures mamans et jeunes futurs papas, ils sont les bienvenus, à faire un entretien prénatal précoce, qui est un rendez-vous individuel qui dure à peu près 45 minutes et qui va permettre justement d'informer le futur couple sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir pendant la grossesse. Ça peut être la préparation de l'arrivée de bébé, toutes sortes de questions qu'ils pourraient avoir à ce moment-là. Et ça va permettre également de mettre en place les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Quand faut-il concrètement l'annoncer au travail ? Quand peut-on l'annoncer à ses proches ? Y a-t-il une règle à respecter ? Non, en réalité, il n'y a pas de règle à respecter. Ça risque d'être des moments différents parce qu'il y a des proches à qui on a envie de l'annoncer tout de suite. Hein, dès qu'on a fait pipi sur la bandelette, on a envie d'appeler, je ne sais pas, sa sœur, sa meilleure amie, voilà. Et pour le côté professionnel ? Aucune obligation à déclarer sa grossesse à son employeur. Donc, chaque femme enceinte est libre de l'annoncer quand elle le souhaite à son employeur. Une question qui est pas mal revenue, c'est le sujet du mode de garde de l'enfant. À quel moment faut-il s'en préoccuper ? Oui, alors c'est vrai que c'est un vrai sujet. Ça paraît tôt, parfois pendant la grossesse, de penser déjà à ça. Mais en réalité, on conseille aux futurs parents, dès le 6e mois de grossesse, de se rapprocher du futur mode de garde, hein, que ce soit la crèche, la nounou ou l'assistante maternelle.
Et donc, Anna, raconte-nous un peu tes premiers instants quand tu as appris que tu étais enceinte. Est-ce que tu es déjà inscrite à la maternité? Raconte-nous tout ça. Alors avec mon mari, ça faisait depuis quelques mois qu'on avait les petits projets baby et j'ai décidé de faire appel au fameux test d'ovulation. Et je ne comprenais pas parce que bon, je faisais ce qui s'était écrit, essayer, je crois qu'il y avait 14 jours après le premier jour des règles et j'étais jamais à l'ovulation. J'ai dit, mince, est-ce que j'ai un problème ou pas? Et c'est là, complètement par hasard, que j'ai été chez mon ostéo pour un problème de dos. Et c'est là qu'il a déjà, dans un premier temps, diagnostiqué que j'avais les hanches bloquées, du coup, ça permet de fortifier un peu la fécondation. Et dans un deuxième temps, il m'a expliqué qu'en fait, la période d'ovulation, ça peut dépendre aussi de la période de règles des femmes. Une semaine après, je suis tombée enceinte, donc hyper contente. Avec mon mari, on avait les tests ensemble, l'été des moments, on était très, très heureux. Et c'est vrai que quand on fait les tests pour la première fois, et surtout quand c'est très tôt, les traits, il n'est pas vraiment marqué. Donc j'ai dit, est-ce que je suis enceinte ou pas? Bon, ok, on avait fait les soirs, j'ai dit, bon, je crois que c'est toujours mieux de faire à l'urine du matin. Donc le lendemain, on arrive fait, et là, plus rien. En fait, je ne suis pas enceinte. Et on a décidé de faire un troisième test, et là, c'est marqué bien enceinte, 2-3 semaines. Très content. Donc après, bien évidemment, on a voulu annoncer à nos familles tout de suite. On n'a pas voulu attendre, on était trop contents d'annoncer à nos parents. Donc, on a annoncé et surtout, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, du coup, la démarche que j'ai faite tout de suite après, c'est d'envoyer un mail à ma gynéco que je suis très proche pour prendre un rendez-vous. C'est là, du coup, qu'elle m'a expliqué, du coup, les examens et tout, qui m'a vraiment conseillé dès le début. J'ai envoyé un mail direct après rendez-vous. Donc voilà, maintenant, ça y est, plus que quelques semaines à attendre les revénements. Et tu es inscrite à la maternité? Oui, je me suis inscrite. Alors, ma maternité, justement, il fallait attendre la première écho morphologique pour pouvoir faire son inscription. Donc, je me suis inscrite à la maternité sans félicité, que j'ai eu beaucoup de gens de mon entourage, qui ont eu des très bons échos. Pour moi, c'est très, très important aussi d'écouter mon entourage, de savoir comment s'entourner. Il faut surtout avoir pas peur de poser des questions aux proches. Moi, j'avais beaucoup de chance d'avoir mes copines. On était toutes enceintes en même temps, donc on s'est guidé un peu plus. Et voilà. Donc là, je suis très contente. J'ai passé aussi un très bon début de grossesse. Je n'ai pas eu beaucoup de nausées ni rien. Donc voilà, tout va bien. Donc, il existe plusieurs préparations à l'accouchement. Est-ce que tu peux nous parler des différents accompagnements qui existent et nous les décrire brièvement et nous dire quand s'inscrire? Effectivement, il y a plusieurs types de préparation. Donc, la plus classique, c'est vraiment la préparation qu'on va faire en groupe, où on va avoir des séances d'information sur l'accouchement, comment gérer les choses. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la préparation classique, qui commence en général autour du début du 7e mois de grossesse. Il faut savoir qu'il y a 7 séances qui sont prises en charge et remboursées par la sécurité sociale. Voilà. Ensuite, on peut avoir d'autres types de préparation à l'accouchement, comme la préparation par la sophrologie. Donc là, on va plutôt mettre l'accent sur les méthodes pour se détendre, se relaxer avec la respiration, la visualisation des différentes parties du corps et la détente musculaire. On a aussi l'aptonomie, donc ça c'est un petit peu différent, c'est vraiment une approche sensorielle où on va aller à la rencontre du bébé, qui se fait en couple, là on n'est pas en groupe, qu'on peut commencer très tôt dans la grossesse, dès le début du 4e mois, et par différentes petites pressions toutes douces sur le ventre, on va appeler le bébé un petit peu à communiquer avec nous. Ça plaît beaucoup aux papas parce que ça leur permet d'interagir avec leur bébé finalement très tôt dans la grossesse. Et on apprendra aussi différentes choses qui pourront nous servir le jour de l'accouchement et même pour l'après aussi, avec l'aptonomie. On va avoir l'hypnose prénatale. Donc ça, c'est une technique qui est arrivée il y a quelques années en France. On en parle beaucoup, surtout pour accoucher sans péridurale. Et l'hypnose va permettre de se mettre dans un état de conscience légèrement modifié, mais voilà, ça va permettre de gérer la douleur des contractions. Comment on arrive dans cet état de conscience-là? Ça va être avec des enregistrements d'une voix assez apaisante, comme on peut imaginer un petit peu, voilà, et des visualisations, de la respiration également.
Et du coup, la maman va réussir à mettre en place cette méthode toute seule le jour où elle accouchera pour gérer ces douleurs de contraction. Donc c'est une méthode qu'on peut débuter dès le 4e mois de grossesse parce que ça va prendre du temps avant de réussir à bien mettre en place les choses. Il y a également la préparation en piscine. Ça, c'est très chouette pendant la grossesse parce que il va y avoir l'effet de l'eau. Plus les mois avancent et plus on se sent un peu plus lourde. Donc, dans l'eau, on va pouvoir faire des exercices pour s'étirer, se détendre, apaiser les petits maux de dos, de jambes lourdes. Et on va également pouvoir travailler de manière très ludique la respiration en allant s'asseoir au fond de la piscine, en faisant des petits exercices de ce type-là. C'est pareil, on peut commencer assez tôt dans la grossesse, dès qu'on en ressent l'envie et le besoin. Comme autres différents types de préparation à l'accouchement, on peut également retrouver le chant prénatal. Alors, il ne faut pas croire que c'est réservé aux mamans qui chantent juste, voilà. L'idée du chant prénatal, donc effectivement on va chanter, mais on va apprendre surtout à faire des sons graves. Ça va être hyper intéressant. Déjà parce que le bébé perçoit ces sons-là. Il perçoit la gravité en fait dans les sons extérieurs, donc il va directement être réactif à ce type de son. Et puis pour l'accouchement, les sons graves vont abaisser le seuil de douleur de la maman pendant les contractions. Et il y a un effet direct aussi entre la voix, les sons qu'on va émettre et le périnée. Et les sons graves vont permettre un relâchement du périnée qui va du coup faciliter le passage du bébé au moment de la sortie de l'enfant. Voilà, donc c'est chouette. Et pour s'inscrire en chant prénatal, on peut vraiment débuter très tôt dans la grossesse, dès 2 mois de grossesse, on peut le mettre en place. Et chose intéressante, il y a des cours de chant prénatal qui sont ensuite dédiés aux jeunes mamans qui peuvent venir avec leur bébé. Un autre type de préparation à l'accouchement, c'est le yoga prénatal. Donc ça, c'est assez connu. Ça va permettre, alors on peut le mettre en place très tôt, dès le début de la grossesse, mais il faut quand même se méfier d'aller dans un cours qui soit vraiment réservé aux futures mamans. Ou alors bien informer son prof de yoga qu'on est enceinte. Parce que les premiers mois, ça ne va pas se voir. Et pourtant, dès le départ, il va y avoir des positions qui seront déconseillées aux femmes enceintes. Les torsions, les positions on a la tête en bas, des choses comme ça. Et le yoga prénatal, ça va vraiment permettre de se maintenir en forme tout le long de la grossesse, de travailler son souffle et de travailler son périnée. Parce que en yoga, on inclut le périnée dans les exercices, dans les différentes postures. Et ça, c'est top également pour l'accouchement. Et donc, auprès de qui faut-il s'inscrire pour ces différentes méthodes ? Là, on a 2 options. Soit on reste dans le cadre des cours de préparation à l'accouchement pris en charge par la sécurité sociale et du coup, on va pouvoir s'adresser à une professionnelle de santé. Donc, ce sont en général les sages-femmes qui proposent ces différents types de préparation. Elles sont formées en plus de leur formation de base. Ou sinon, on peut également ensuite directement s'inscrire auprès de spécialistes des différents types de méthodes. Mais voilà, là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de prise en charge de l'assurance maladie. Une autre méthode très intéressante pour préparer l'accouchement et également pour être bien pendant la grossesse, c'est l'acupuncture. On connaît à peu près tous, ça va être différents points sur le corps qui vont être stimulés par des petites aiguilles ou en chauffant la zone et qui vont permettre soit de soulager des maux de grossesse ou soit en fin de grossesse qui vont permettre de régler certaines situations comme un bébé en siège qu'on aimerait retourner, des contractions qui tardent à arriver quand on arrive sur les derniers jours, voilà, des choses comme ça. Donc c'est très intéressant également. Et pour un accouchement sans péridurale, est-ce qu'il y a un accompagnement recommandé ? Alors, dans les différents types de préparation qu'on a cités, pas spécifiquement, j'ai envie de dire, parce que le but de toutes ces préparations, c'est d'amener la femme à prendre confiance en elle, confiance en ses capacités d'accoucher, et puis l'aider aussi à lâcher prise le jour J, parce que ça va se jouer beaucoup là-dessus. Donc on peut le retrouver finalement dans les différents types de préparation à l'accouchement. Ce qui va être important, c'est que la future maman fasse part de son projet d'accouchement sans péridurale à la personne qui va s'occuper d'elle pendant sa grossesse pour justement pouvoir en discuter, peut-être lire des livres qui vont l'inspirer, regarder des documentaires qui vont l'inspirer sur l'accouchement sans péridurale. Bien préparer le futur papa également, qu'il ait les petites clés, les petites choses à faire pour aider sa femme le jour J. Voilà, à mon sens,
c'est ça qui sera vraiment important. Catherine, est-ce qu'il y a un suivi particulier pendant la grossesse lorsqu'on a un projet d'allaitement? Ah oui, tout à fait. C'est important de se préparer avant l'arrivée du bébé. Donc on va proposer ça plutôt à partir du 7e mois de grossesse. Parfois, c'est un peu trop tard si la maman est amenée à accoucher prématurément. Donc autant qu'elle ait les bons outils avant d'arriver à la maternité, que le bébé soit là. Donc on va parler surtout des rythmes du bébé, parce que ça me paraît très important, d'expliquer un petit peu comment le bébé fonctionne en fait. Ce bébé qui a passé 9 mois dans un univers aquatique, bercé en continu, alimenté par le placenta, et bien là, il va se passer évidemment des choses à la naissance, beaucoup de proximité, beaucoup de peau à peau, expliquer à la maman que c'est vraiment très très important cette proximité pour que l'allaitement se mette en place. Donc on va pouvoir parler des rythmes, on va parler évidemment des différentes phases de la lactation. On va parler également de tout ce qui est position d'allaitement, du matériel, même s'il faut très peu de matériel. Lorsqu'on allaite, on n'a pas besoin de tout un tas d'accessoires. Et puis de l'accompagnement que la maman peut avoir. Donc un réseau de mamans, c'est intéressant. Des associations, mais en tous les cas, trouver les bonnes informations et trouver les bonnes fées pour être accompagnée, notamment des mamans allaitantes et des professionnels formés à l'allaitement. Et donc, à qui faut-il faire appel? De préférence à une consultante en lactation, qui est un petit peu plus spécialisée dans le domaine. Consultante en lactation, c'est un vrai métier. Ce sont des personnes qui sont spécialisées en allaitement maternel, mais également ça peut être des sages-femmes libérales ou à la maternité qui auront une formation peut-être un petit peu plus poussée en allaitement maternel. Et donc toi, Anna, quel suivi as-tu choisi? Quelle préparation à l'accouchement fais-tu? Je suis suivie par un ostéopathe que je les vois une fois tous les mois. C'est important de savoir que l'ostéopathe, il faut vraiment attendre au bout de 3 mois et demi avant de les voir parce que sinon ça peut mettre les bébés en danger. Donc moi, je suis suivie par l'ostéopathe depuis 3 mois et demi qui utilise des pratiques ancestrales chinoises qui aident à faciliter la communication avec les bébés. Et en parallèle de ça, je pratique également du yoga prénatal qui m'aide à me maintenir en forme. Le corps de la femme enceinte est mis à rude épreuve pendant la grossesse. Prise de poids, fatigue, douleur. Parlons petits mots de grossesse, mais aussi nutrition et sport. Bondy, quels sont les maux de grossesse classiques? Quand faut-il commencer à s'inquiéter et comment peut-on les soulager? Alors effectivement, il y a des mots qu'on retrouve assez couramment chez les femmes enceintes. Les plus classiques, ça va être les nausées, les premiers mois de grossesse, les 3 premiers mois quand on a de la chance. Comment les éviter? C'est pas toujours évident, mais dans les petites choses qu'on peut tester, il va y avoir d'essayer de prendre le petit déjeuner le matin 20 minutes avant de se mettre debout. On peut également tester de mettre 2 gouttes d'essence de citron dans 1 litre d'eau, dans une bouteille d'eau qu'on va boire tout au long de la journée. Le gingembre aurait également des vertus apaisantes sur les nausées, donc des petites gélules de gingembre en phytothérapie, ça pourrait aider éventuellement. On a également les bracelets d'acupression qu'on porte au poignet qui appuient sur un point précis d'acupuncture qui peuvent également soulager un petit peu ces nausées de début de grossesse. Donc dans les maux qu'on va trouver fréquemment aussi chez les femmes enceintes, il va y avoir les insomnies qui peuvent apparaître très tôt en début de grossesse. C'est même parfois le signal du début de grossesse. Alors c'est un petit peu, c'est pas évident de traiter les insomnies pendant la grossesse parce qu'évidemment, au niveau médicaments, on est un petit peu limité. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de faire des choses qui vont nous détendre un petit peu le soir, la respiration, des petits exercices de yoga, des choses comme ça. Et ne pas hésiter à en parler soit au médecin, soit à la sage-femme qui suit la grossesse. Les jambes lourdes. Les jambes lourdes, c'est un vrai sujet pendant la grossesse. Il faut savoir que pour la grossesse, le volume de sang chez la maman augmente et du coup le retour veineux sous l'effet des hormones est plus compliqué. Donc on peut très rapidement avoir ces sensations de jambes lourdes dans la journée ou en fin de journée. Pour le soulager, ce qui marche très bien, ça va être les bas de contention. Alors,
Les mamans, souvent, elles font un petit peu la grimace quand on leur dit « mais mettez les bas de contention ». Non, non, c'est pas très joli. Actuellement, il y en a quand même des pas mal qui sont bien faits. Donc, moi, je vous les recommande parce que ça marche vraiment bien. Sinon, dans les petites astuces, ça va être terminer la douche avec de l'eau froide, surélever les jambes quand on est en position assise, éviter la station debout prolongée, voilà, des petites choses comme ça. Enfin, on va retrouver chez de nombreuses futures mamans des douleurs ligamentaires qui peuvent être présentes dès le premier trimestre de la grossesse. Donc, ça peut être assez inquiétant en réalité parce qu'on ne s'attend pas à avoir mal sur les premières semaines ou les premiers mois de grossesse. Puis les douleurs ligamentaires, on se dit que c'est à la fin, quand on marche un peu en canard et que le ventre est très gros. En réalité, on est sous imprégnation hormonale qui va être responsable d'étirement au niveau des articulations du bassin, parce que c'est vrai que le bassin, c'est pas un os figé, il y a des zones qui sont articulées entre elles, et l'imprégnation hormonale va faire que le bassin peut légèrement bouger, et ça peut être très douloureux. Et on a également les ligaments de l'utérus qui vont être étirés par l'augmentation du volume lié à la grossesse, qui peuvent être douloureux. Donc, les futures mamans peuvent ressentir des douleurs dès les premières semaines de grossesse. Ça peut être des douleurs assez fortes. Concrètement, qu'est-ce qu'on ressent quand on a des douleurs ligamentaires ? Alors, dans les premières semaines, premiers mois, comme ça, des fortes douleurs dans le bas du ventre. Donc, la plupart des mamans vont les associer à un risque de fausse couche et vont se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ?» Surtout que ça arrive en général quand on marche ou quand on se déplace, donc ça peut être vraiment inquiétant. Donc, ça va tirer dans le bas du ventre, comme ça, des deux côtés. Il faut penser aux ceintures de grossesse, aux ceintures de bassin qu'on peut mettre justement quand on se balade, si on marche un petit peu. Ça va avoir tendance justement à soulager un petit peu ces douleurs. Et en ces temps un peu particuliers, est-ce que tu peux nous parler du Covid pendant la grossesse et puis des autres maladies qui doivent être suivies pendant cette période ? Oui, alors le Covid, c'est vrai que ça a inquiété ces derniers mois de nombreuses femmes enceintes, à juste titre, parce que c'est nouveau. Les études jusqu'à présent ont plutôt tendance à démontrer qu'il n'y a pas de contamination du bébé pendant la grossesse et ni après pendant l'allaitement. Donc c'est quand même plutôt des données rassurantes. Cependant, les femmes enceintes au 3e trimestre de grossesse sont considérées comme personnes à risque. Actuellement, on aurait plutôt tendance à recommander aux femmes enceintes de favoriser le télétravail, d'éviter de se déplacer peut-être dans les transports en commun aux heures de pointe parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. De respecter évidemment les gestes barrières plus, c'est ce qui va éviter la contamination. Et si toutefois des symptômes de Covid apparaissent, donc fièvre, toux, état grippal, un petit peu un état où on ne se sent pas bien, perte de l'odorat, perte du goût, il faut directement contacter son médecin traitant ou la personne qui suit la grossesse. Et le vaccin contre le Covid ? Actuellement, il est contre-indiqué pour les femmes enceintes, donc on ne peut pas se faire vacciner pendant la grossesse. Et est-ce que tu peux me parler un peu des autres maladies qui sont importantes de connaître pendant la grossesse ? Oui. Donc il y a 3 maladies qui vont nous préoccuper un petit peu pendant la grossesse. La première, c'est la toxoplasmose. C'est un parasite qui est présent dans la terre et chez les chats. Donc c'est vrai que si on vit avec un chat, il y aura des mesures de précaution à prendre. Pour surveiller la toxoplasmose, on va faire une prise de sang, parfois avant même la grossesse, en bilan préconceptionnel ou sinon en tout début de grossesse, pour s'assurer du statut sérologique de la maman. Et les mamans qui ne seront pas immunisées, chaque mois jusqu'à l'accouchement, on va surveiller qu'elles restent bien négatives justement à cette toxoplasmose. Pour éviter de l'attraper, comme je vous disais tout à l'heure, donc si on a un chat, il va falloir éviter de toucher la litière ou sinon mettre des gants. Et vu que c'est un parasite qu'on retrouve également dans la terre, il est hyper important de bien laver les fruits, les légumes qu'on va consommer et de bien faire cuire également la viande qu'on va manger. Donc pas de viande saignante pendant la grossesse si on n'est pas immunisé contre la toxoplasmose. Ensuite, il va y avoir la listeria.
La listeria, donc, c'est une bactérie alimentaire qui résiste au froid. Donc, il ne faut pas se dire j'ai mis la charcuterie au frigo ou le pâté au frigo, donc c'est bon, je peux consommer. Non, on va éviter tout ce qui est charcuterie artisanale, charcuterie salée, séchée. Et à nouveau, on conseille de bien faire cuire la viande, les poissons et les fruits de mer pour éviter d'attraper la listeria. Au niveau des symptômes, la listeria, ça va être une fatigue, de la fièvre et des contractions. Donc nous, on est tout de suite en alerte chez une maman qui va présenter une forte fièvre pendant la grossesse et des contractions. On va vraiment rechercher la listeria. Et enfin, la dernière de ces maladies, donc, c'est le CMV, le cytomégalovirus, qui est un virus qui est surtout porté par les petits-enfants, les moins de 3 ans. Donc, les femmes qui risquent de l'attraper sont plutôt les professionnels de la petite enfance. Et ce virus-là, on les retrouve dans les différentes sécrétions du corps. Donc, les urines, si on mouche l'enfant, dans la salive. Donc, il faut vraiment prendre des mesures d'hygiène assez importantes quand on travaille avec des enfants en bas âge et qu'on est enceinte. Et Bondy, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif de tous les interdits quand on est enceinte? Oui, alors au niveau alimentaire, il va y avoir l'alcool, donc pas d'alcool pendant la grossesse, pas de poisson cru, viande crue, crustacés, fruits de mer crus, ça c'est interdit, il faudra attendre quelques mois. Pas d'œufs crus non plus, les œufs doivent être consommés cuits. Au niveau des légumes et des fruits, c'est autorisé, mais il faut que ce soit bien lavé, idéalement avec de l'eau vinaigrée. Et enfin, les fromages à base de lait cru, qui sont non pasteurisés, sont déconseillés également pendant la grossesse pour le risque de toxoplasmose et de listeria. Et ensuite, pour les autres interdits dans la vie quotidienne, il va y avoir l'automédication. On oublie pendant la grossesse, il vaut mieux contacter sa sage-femme ou son médecin pour savoir si on a le droit de prendre un médicament ou de consulter le site du CRAT, C-R-A-T, qui est très bien fait. C'est un site de pharmacovigilance et qui va vous dire si tel ou tel médicament peut être pris pendant la grossesse ou pendant l'allaitement. Dans les gestes du quotidien, faire attention à tout ce qui va provoquer des risques de chute. Donc, mode de transport, on se méfie si on est en ville, vélo, scoot. Moi, j'ai tendance à le déconseiller à mes patientes parce que on n'est pas à l'abri, malheureusement, d'un accident ou d'une chute. Ensuite, on va éviter de porter des choses lourdes, par exemple. Donc, c'est souvent un moment où on déménage la grossesse. Donc, ce n'est pas à la future maman de porter les cartons. Et au niveau du sport, on va déconseiller tous les sports qui sont un petit peu bruts. Donc, pas d'impact, par exemple. Pas de course à pied. On en parlait tout à l'heure, mais il y a certains types de yoga un peu dynamiques qu'on va déconseiller également. Pas d'entraînement physique intense. Tout ce qui est cardio, on va limiter parce que les mamans ont déjà le cœur qui bat plus vite pendant la grossesse. Donc, plutôt des sports doux. On va recommander plutôt des sports natation, des choses douces comme ça. Anna, est-ce que tu peux nous parler un peu sport et nutrition? Nous partager ton expérience? Alors, côté sport, moi j'ai toujours été quelqu'un de dynamique, donc pour moi c'était important de rester dynamique pendant la grossesse. Je pense que c'est pas parce qu'on est enceinte qu'on est malade et qu'il faut que s'arrêter. Justement, je pense que c'est très important. Et de plus en plus, vers la fin de la grossesse, je me suis tournée vers des sports plus doux, donc du yoga prénatal, des sports plus spécialisés, beaucoup de méditation, parce que je pense que la méditation nous aide beaucoup à être apaisés, et ça aide aussi également à apaiser et calmer les bébés. Alors, côté alimentation, moi, je partais sur le principe que je ne voulais pas être frustrée, je ne voulais pas m'en priver. Donc, moi, je mange à ma faim. Après, j'ai toujours été quelqu'un j'ai toujours aimé manger assez équilibré, assez sain. Donc, ça n'a pas changé. Je n'ai pas eu des envies particulières. Mais je pense que c'est important de ne pas être frustré, de ne pas avoir peur de la prise des poids. Il faut quand même, bien sûr, il faut rester cohérent. Mais je pense que le plus important, c'est de ne pas être frustré. Quand j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat. Et moi, c'est ce que j'ai fait surtout attention à un moment donné. C'est que quand j'ai fait ma prise des seins, j'étais au seuil de la diabète gestationnelle. Mais bon, je touche du bois. Heureusement, quand j'ai fait les fameux tests horribles, c'était négatif. Donc, j'ai quand même fait attention à manger plus. J'ai changé par exemple du chocolat avec des amandes, de oléagineux.
Mais sinon, pour moi, c'était important de ne pas manger 2 fois plus, mais 2 fois mieux. Enfin, nous allons parler soins et cosmétiques. Nous avons cherché à recommander le meilleur et en tant que jeune maman, j'ai voulu vous partager ces 3 marques qui ont accompagné toute ma grossesse. Oh My Cream, ce concept store qui propose de nombreuses marques, nous l'avons sélectionné tout simplement puisqu'il propose une alternative saine à tous vos rituels beauté et soins. Et surtout, énorme point positif, sur chaque fiche produit, vous allez retrouver la compatibilité ou non-compatibilité de ce produit pour une femme enceinte ou allaitante, ce qui est particulièrement intéressant et rassurant quand on est enceinte. On vous a donc préparé une petite sélection des indispensables à retrouver sur le site de Oh My Cream, une nouvelle routine beauté plus saine, avec des compositions plus clean et transparentes, une crème de nuit qui atténue les effets du masque de grossesse, et puis des produits du quotidien plus clean, le déodorant, le gel douche, le vernis. Et enfin, petit plus, la poudre de bain nourrissante qui peut être versée dans le bain pour hydrater le corps pour un bain de détente le soir. La sélection de produits Néa, une marque bio, naturelle et made in France, qui a été développée par des professionnels de la maternité. C'est une gamme de produits qui est extrêmement bien tolérée sur les peaux sensibles et qui est même utilisée en néonate sur les petits prémas. Enfin, la gamme de produits anti-vergeture de chez Everose. Ce sont des soins simples et clean qui peuvent être utilisés les yeux fermés dès le début de la grossesse. Bondy, d'ailleurs, à quel moment recommandes-tu d'utiliser les soins anti-vergeture ? Dès le début de la grossesse, en réalité, parce que l'idée, ça va être d'hydrater un maximum la peau avant qu'elle soit étirée par la croissance du bébé. Donc, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, on peut commencer à masser la peau du ventre, des hanches, des fesses et des cuisses avec une huile anti-vergeture, et penser également à beaucoup boire, parce que l'hydratation de la peau, ça marche aussi par l'hydratation interne du corps. Autre très grosse interrogation pendant la grossesse, c'est toute la partie matérielle. Le doudou, le trousseau de naissance, la puériculture. Catherine, dis-nous tout ce qu'il faut savoir. Eh bien, il faut savoir organiser déjà son petit trousseau avant l'arrivée du bébé. Donc, on peut déjà prévoir un petit pyjama de taille naissance. Alors, suivant aussi le poids du bébé, si on prévoit un bébé de 4 kg, 4 kg 5, c'est vrai que le naissance peut être un petit peu juste. Donc, dans ces cas-là, on peut passer sur un 0,3 mois. Mais pour un bébé de poids normal, de 3 kg, eh bien, voilà, un pyjama naissance est tout à fait adapté. Ce qui va être important également, c'est de regarder l'ouverture du pyjama. Donc, un pyjama qui s'ouvre sur le devant par des petites pressions, ainsi qu'au niveau de l'entrejambe, ce qui va faciliter évidemment le change. Alors, pour mettre sous le pyjama, on va prévoir un petit body. Voilà, donc on va privilégier un body cache-cœur pour les premières semaines, pour éviter justement de passer le body par la tête. C'est parfois un peu anxiogène pour les bébés et pour les jeunes parents. Voilà, donc un body que l'on peut détacher sur le côté et au niveau de l'entrejambe pour changer le bébé. Alors, on peut rajouter également, et on va rajouter une petite brassière de laine. Voilà, une brassière un petit peu plus épaisse ou une petite veste qui s'ouvre également ici sur le devant. C'est une brassière que le bébé va porter durant les premières 24 heures. Encore une fois, le pot à pot est recommandé, mais lorsque la maman devra peut-être se reposer, elle recouchera le bébé dans son berceau. Et c'est vrai que les premières 24 heures, le temps que le bébé régule sa température, on va le couvrir un petit peu plus. Donc, on prévoit une petite brassière ainsi qu'un petit bonnet. Voilà, soit un bonnet en coton, soit un bonnet en laine en hiver. Mais après, ça, c'est vous qui choisirez la matière suivant la saison. Les petits chaussons également. Alors, les petits chaussons, ils peuvent également servir à remonter le pied du pyjama lorsque le pyjama est un peu grand. Voilà, on remonte le pied et on va mettre le petit chausson. Catherine, quelle quantité prévoir pour chaque pièce ? Entre 6 et 7 bodys et peut-être 5-6 pyjamas pour avoir un change régulier. Faut-il prévoir une brassière, un pyjama un peu plus chaud si j'accouche en été ou en hiver ?
Je pense que pour les premières 24 heures, on peut vraiment prévoir une brassière de laine avec un bonnet, que ce soit été comme hiver. C'est important, justement, le temps que le bébé régule sa température les premières 24 heures. Voilà. En parallèle, évidemment, comme je disais, du pot à pot, qui va permettre au bébé de réguler sa température. Pour tout ce qui est matériel de périculture, et notamment la gigoteuse que l'on va emmener évidemment à la maternité pour couvrir le bébé, donc pas de couverture, les recommandations, une gigoteuse à pression et puis une gigoteuse à la taille du bébé, c'est-à-dire qu'on va prévoir une petite gigoteuse naissance au départ, et le nid d'ange qui sert à transporter l'enfant dans le cosy et dans la poussette. Pour le trousseau, vous pouvez prévoir 2 gigoteuses et un nid d'ange. Ensuite, nous avons également la cape de bain qui est indispensable. Voilà, pour la sortie du bain. Il n'y a qu'une seule taille, donc ça on peut prévoir peut-être, moi je dirais 2, voire 3 capes de bain. Ensuite, le petit bavoir ou les bavoirs. Alors ça, c'est vrai que l'on change relativement souvent, donc en prévoir peut-être 6 ou 7. Et puis comme ça vous permet d'avoir un change. Alors ensuite, vous avez le lange que vous allez pouvoir utiliser soit pour pratiquer le bain enveloppé, pour envelopper tout simplement le bébé après avoir fait du pot à pot, poser le lange sur votre épaule lorsque le bébé a besoin de faire un row ou parfois des petites régurgitations pour protéger vos vêtements. Et combien faut-il prévoir de lange? Eh bien 6-7. Vous avez également le sac allongé qui va vous permettre de transporter les affaires de bébé pour la maternité ou en sortie de maternité, vous allez pouvoir l'accrocher à la poussette lors de vos déplacements. Donc très pratique. Alors, on peut prévoir également pour la maternité une petite veilleuse. Je pense que dans toutes les chambres de maternité, on a souvent des éclairages très puissants, blancs, pas forcément adaptés pour un bébé. Donc, une petite veilleuse avec une lumière un petit peu tamisée pour justement changer son bébé la nuit. Elle vous accompagnera à la maternité, mais également à la maison pour nourrir le bébé la nuit ou pour simplement éclairer sa chambre avec un éclairage plus tamisé. Alors Catherine, est-ce que tu peux nous parler de l'aménagement de la chambre de bébé? Oui, bien sûr, l'aménagement c'est important puisqu'on va essayer d'organiser les choses de façon à ce que ce soit pratique et à la fois sécure. Donc, on peut très bien avoir une table allongée avec un matelas allongé, là posé sur un meuble, ce qui permet d'avoir les affaires du bébé à proximité sans avoir à changer de pièce. Il est bien recommandé de ne jamais laisser un bébé seul sur une table allongée, même un nouveau-né. Un nouveau-né peut se retourner. Donc, on va essayer d'organiser les choses de façon à laisser le bébé dans un espace sécure. Une panière que l'on peut utiliser pour ranger les couches du bébé, les produits de soins, une petite trousse également. Donc le couffin est un couchage tout à fait adapté pour un nouveau-né, puisqu'il est petit, réduit, le bébé se sent en sécurité. On peut le déplacer facilement, donc soit on peut le laisser dans le salon et le bébé reste sous surveillance, ou bien on peut simplement l'installer dans la chambre à côté de la maman ou lors des déplacements, c'est-à-dire le week-end, pendant les vacances. Et c'est vrai que ça permet d'avoir un couchage d'appoint, en tous les cas adapté pour un nouveau-né. Catherine, est-ce que tu peux nous parler un peu du doudou? Oui, alors le doudou, c'est le premier cadeau que l'on fait à un bébé, généralement. On va plutôt en prévoir 3 identiques dans la mesure du possible. On conseille aux mamans de laver le doudou très régulièrement, de façon à ce que le bébé reconnaisse toujours l'odeur de son doudou. Et lors des premières semaines, on évitera de mettre le doudou proche de la tête, mais on l'installera plutôt au pied du berceau pour éviter tout risque d'étouffement. Est-ce que vous pourriez nous donner toutes les 3 vos recommandations et tous vos petits tips aux femmes enceintes qui nous écoutent? Eh bien oui, moi je vais en donner un, même 2. Je pense au cadeau de naissance. Voilà, je pense au cadeau de naissance et surtout au cadeau des copines. Voilà, plutôt que d'offrir quelque chose en particulier, offrir un service. Préparer des bons petits plats que la maman pourra portionner, mettre dans son congélateur, des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc je me dis que ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre dans sa liste cadeau de naissance. Voilà.
Et puis également 2 ouvrages, alors un que j'aime beaucoup, de Caroline Guillot, qui est le manuel très illustré de l'allaitement. Voilà, où là, la maman va retrouver eh bien, toutes les problématiques ou pas que l'on rencontre au démarrage de l'allaitement, les positions. Il y a des tas d'explications sur la montée de lait, les petits bobos que l'on peut avoir au démarrage ou autre. Et puis celui-ci, sur la magie du nouveau-né. Alors c'est un livre sur les compétences du nouveau-né. Et ça, c'est vraiment un ouvrage que je recommande à tous les jeunes parents parce que ça permet de comprendre un petit peu le fonctionnement de ce bébé. Voilà. Anna? Alors, si j'ai des tips que j'ai à donner, c'est que lors du 5e mois de grossesse, c'est le moment que les bébés commencent à écouter les bruits de l'extérieur. Donc moi, j'ai commencé à porter, bon, je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui, mais sinon je les porte assez souvent. Ça s'appelle bolet de grossesse. C'est une ancienne tradition qui fait un petit bruit qui apaise les bébés. Et du coup, la maman porte, lorsque le bébé est encore dans les ventres, et une fois que la maman aura accouché, on le met à l'intérieur d'une peluche et on met près de son berceau, comme ça va l'écouter, ça va lui rappeler les bruits qu'il écoutait quand il était encore dans les ventres et ça va l'apaiser, l'aider à dormir. Et le deuxième tip que j'ai à donner, c'est faire du drainage. Pour moi, ça, c'était essentiel parce que d'un côté esthétique, pour éviter tout ce qui est tension et jambes lourdes, mais il faut savoir aussi que les drainages aident à l'oxygénation. Donc, ça aide à la maman et au bébé à renforcer leur système immunitaire. Donc, c'est très important de faire du drainage toutes les semaines, bien sûr, avec une personne spécialisée, surtout aux femmes enceintes, c'est important. Pour finir, en termes d'application sur les smartphones, il y a l'application Grossesse Plus. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on a la photo des fruits pour accompagner la taille du bébé, comment ça évolue. Et en plus de ça, il donne plein de tips super sympas. Moi, j'ai téléchargé dès le début et c'est assez marrant. Je vous conseille aux mamans. Merci beaucoup, Anna. Et Bondy, est-ce que tu peux nous donner tes petits tips à toi pour les futures mamans? Oui. Alors moi, je vais m'adresser aux partenaires. Je les encourage vraiment à être présents au moment des cours de préparation à l'accouchement parce que ce seront les personnes repères le jour de la naissance et du coup, mamans pourront s'appuyer sur leur présence. Et puis, une bonne nouvelle aussi, c'est qu'à partir du 1er juillet, le congé paternité va être allongé. Et du coup, le partenaire pourra dorénavant avoir en tout 28 jours de congé au lieu des 14 actuels. Et une dernière petite chose, pour aider les futures mamans le jour de l'accouchement à gérer leurs contractions, 2 livres intéressants. Donc, La naissance naturelle, d'Ina Megas King, qui raconte les aventures et les accouchements de nombreuses mamans. Donc c'est très inspirant, avec une préface très intéressante qui a été écrite par le docteur Michel Audin. Et enfin, ce livre, J'accouche bientôt, que faire de la douleur, de Maïti Trélin, qui est sage-femme, et qui donne aussi de bonnes idées pour la gestion des contractions. Et une dernière chose à laquelle je pense, un site internet vraiment très riche, Quantique Mama, qui est tenu par une sage-femme canadienne et qui est vraiment super. Un grand merci à toutes les 3 et demie pour ce partage d'expérience et tous ces tips donnés. Un grand merci pour les femmes qui nous écoutent. Et puis, je te souhaite une très belle fin de grossesse et une très jolie rencontre avec ton petit garçon. Merci beaucoup. Merci Hortense. Merci Hortense.